Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, une bourse finalement qui se porte bien, qui reste en forme. On continue à s'inquiéter sur les soubresauts de l'économie et ses conséquences boursières. Finalement, la bourse dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Tout va bien, pas tout à fait, parce qu'on est quand même en baisse par rapport au plus haut atteint sur le CAC 40, hein, un peu plus de 15%. Et puis il y a des secteurs qui baissent beaucoup plus que ça. Vous prenez une action comme par exemple Société Générale, moins 50% par rapport au 1er janvier. Donc c'est pas vrai pour tout le monde que ça va mieux. Mais quel rebond dans un pays qui attend, dans une économie qui attend un recul de 10 points de PIB. Oui, effectivement, mais parce que lorsqu'on raisonne comme ça, on est très marqué par ce qui s'est passé pendant le confinement, où là, le PIB en fait s'est effondré, hein, carrément, littéralement. Mais par contre, la bonne surprise vient de la reprise, du déconfinement. On a eu des chiffres qui sont sortis déjà sur la période du déconfinement, sur le mois de mai et maintenant le mois de juin. Et les chiffres sont bons en fait. Et la reprise est plus rapide que prévu. Ils surprennent favorablement en fait les marchés et ça explique en partie, mais ce n'est pas seulement ça, ça explique en partie le rebond des marchés. Est-ce qu'il y a des facteurs de fragilité malgré tout dans ce marché, des craintes des investisseurs? La crainte principale quand même, c'est la crise sanitaire elle-même. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une deuxième vague qui arrive à l'automne ou à un autre moment et qui nous obligerait à faire machine arrière, à se reconfiner. Là, ça pourrait casser complètement le moral. La reprise est basée en partie sur le fait que les gens revivent et consomment, que les entreprises repartent. Vous imaginez l'impact sur la confiance des ménages, la confiance des entreprises. Si on devait repartir sur un reconfinement, ça serait catastrophique pour l'économie. Donc un reconfinement, ça c'est bien sûr un risque très présent à l'esprit des investisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres risques, d'autres dangers? Alors, il faut avoir en tête aussi qu'à un horizon pas très lointain, on a des élections aux États-Unis. Les États-Unis sont le marché qui drive les marchés internationaux, actions. Donc, il faut regarder ce qui se passe de ce côté-là, entre Trump et et Joe Biden, son rival. Est-ce que vous pensez qu'ils vont, ça va créer des perturbations ou ça devrait plutôt être lisse? Non, je pense que ça peut créer des perturbations. Ils n'ont pas le même programme, ils n'ont pas la même vision du futur. Donc ça peut créer des pour qui? actions. Pour Trump ou pour Biden? Je ne suis pas sûr que la bourse est tranchée en fait, parce que les deux vont favoriser des secteurs, pas tous les secteurs, donc il va falloir jouer en fonction du scénario qu'on a, certains secteurs au détriment d'autres secteurs. Bon, en tout cas, en effet, ça risque de créer peut-être des animations au niveau de Wall Street. Alors, on est là pour parler... Et du CAC 40 du coup, hein, par ricochet, bien sûr. Hein. Alors on est là pour parler de stratégie en termes de portefeuille avec des profils classiques, prudents, équilibrés, dynamiques comme on dit dans le jargon financier. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme construction de portefeuille? Comment est-ce qu'il faut réfléchir à ça? Aujourd'hui, si quelqu'un vient nous voir et qu'on propose d'investir sur un contrat d'assurance vie, comment au sein de ce contrat d'assurance vie placer les sommes qui nous sont confiées? Oui, c'est un portefeuille au sens large, hein, c'est patrimonial. On n'est pas que dans un portefeuille boursier avec des actions. Ouais, tout à fait. Donc c'est un portefeuille élargi avec différentes classes d'actifs. Obligataires, immobiliers, actions, fonds euros. Alors vous voyez que, je vais apporter un exemple, le portefeuille équilibré, donc le portefeuille du milieu. Le scénario du milieu. Le portefeuille du milieu, mais ils sont tous construits de la même façon. Contrairement à ce que vous pouvez voir à la concurrence, il n'y a pas de fonds euros dans ces portefeuilles-là. Zéro fonds euro. C'est un parti pris qui est extrêmement fort chez bienprévoir.fr. Le fonds euro classique est mort. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs émissions. Ça, vous le confirmez son enterrement avec ce portefeuille qui ne contient pas de fonds euros. Alors, il y a ici ou là, chez certains partenaires, des fonds euros immobiliers que nous-mêmes on distribue, qu'on apprécie, mais il faut avoir en tête que ces fonds immobiliers ont une enveloppe limitée. Et donc là, on dépasse ça. À un moment donné, on ne pourra plus aller sur ces fonds euros immobiliers. Sur les fonds euros classiques, ils sont morts du fait des taux négatifs sur l'OAT, sur l'obligataire en général. Donc vous avez un remplaçant, c'est l'immobilier. Donc on sort l'euro et on met de l'immobilier. Donc 50% dans ce cadre équilibré. Voilà, 50%. Si on est sur un portefeuille prudent, il y aura plus d'immobilier. Si on est sur un portefeuille dynamique, il y aura moins d'immobilier et plus d'actions. L'immobilier ne remplace pas le fonds euro, mais va jouer un rôle pour amortir les chocs. On l'a vu d'ailleurs depuis le début de l'année, en fait, sur les portefeuilles que l'on a. L'immobilier a bien joué son rôle d'amortisseur de la crise.
avec une volatilité moindre, une baisse qui est beaucoup, beaucoup plus faible, qui n'est pas nulle, mais qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer vraiment ce qu'on répète aussi depuis plusieurs mois maintenant, que pour avoir un peu de rendement, il faut accepter un peu de risque. Et l'immobilier, c'est un candidat assez naturel à cette stratégie. Complètement. On va revoir les autres tranches sur le même graphique et on continue à dérouler. Donc des obligations également? Alors des obligations, mais la part obligataire, c'est surtout de l'obligation convertible. Donc ça, c'est pour la patte action qu'on va y chercher. C'est un mix entre des obligations et des actions. Mais ce sont des fausses actions. Ce sont des fausses actions. Ou des fausses obligations selon le point de vue. Mais ça ressemble ressemble plus à des actions que des obligations. En fait, ça va être un moteur de performance supplémentaire avec un risque moindre qu'une action pure. En fait. On peut aller chercher la performance. On peut aller chercher la performance. Il y a moins de risques que sur une action. Il y a moins de perf quand ça marche, mais il y en a quand même. Alors que sur l'obligation pure, là, on préconise d'en mettre beaucoup, beaucoup moins parce que ça rapporte plus rien. C'est un peu le même sujet que le fonds euro. C'est le cours. C'est exactement la même chose. Des taux négatifs, rien à gagner et éventuellement du risque si ça se passait mal, si les taux remontaient. Et alors, troisième tranche, ce sont des actions internationales. Et là, le mot important, c'est international. Le mot important, c'est international. Ça fait aussi pas mal d'émissions qu'on répète qu'il faut investir sur l'ensemble des marchés. Il ne faut pas être focalisé en fait sur la France. Pourquoi? Parce que sur les marchés internationaux, on a moins de volatilité, on a plus de stabilité dans les portefeuilles et en même temps, on a plus de croissance, on a plus de performance. Et ça a de bonnes chances d'être durable. En fait. Et dernière ligne, une petite pincée de sel pour relever le plat. C'est du produit structuré ou... Non, c'est la performance, ce qu'on appelle la performance absolue. La performance absolue, donc c'est des gérants qui vont qui vont arbitrer entre différentes classes d'actions, classes d'actifs, entre différents types d'obligations. Donc une stratégie plus de hedge fund. Exactement. Ouais. Alors là, c'est le portefeuille équilibré. Qu'est-ce qui change pour un portefeuille prudent ou dynamique? Alors le portefeuille prudent, il va avoir un peu plus de 70% d'immobilier et donc il aura moins d'actions. Un peu moins d'actions. Et le portefeuille dynamique aura beaucoup moins d'immobilier et beaucoup plus, même 20% d'immobilier et le reste en actions internationales. Bon, voilà donc pour le portefeuille type idéal dans une enveloppe d'assurance vie. Vous nous avez fait des simulations. Oui, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce n'est pas des simulations, ce sont les résultats passés. Historiques. Alors, on est obligé de dire que le résultat passé ne préjuge pas de... Exactement, ne préjuge pas de l'avenir. Si vous aviez souscrit à ces portefeuilles il y a 1 an, il y a 5 ans, sur le portefeuille prudent, sur 1 an, vous en gagnerez 5%, 5,20%, sur l'équilibré 5,20%, et sur le portefeuille dynamique, 8%. Sur 5 ans, on voit que là, il y a une hiérarchie sur les portefeuilles, on gagne à peu près 30%, 37% et 53%. Donc plus on est sur le portefeuille risqué, plus il y a de la performance. Mais on voit bien que le risque est plus fort aussi. La perte maximale historique, c'est sur ces 5 ans observés, quelle a été la plus forte baisse du portefeuille. Et là, on a eu une tempête, donc c'est intéressant de voir ce qui s'est passé en temps de crise, avec une vraie crise importante. Et donc ça tombe jusqu'à 30%. 30% pour le portefeuille dynamique, 15% équilibré, et quand même 10% pour le portefeuille prudent. Comme vous le disiez, il n'y a pas de capital garanti. Mais il faut rappeler quand même, quand on fait le choix d'aller sur ces portefeuilles, l'horizon de placement est extrêmement important. On va sur ce type de portefeuille lorsqu'on a un horizon de placement au moins supérieur à 5 ans, voire 8 ans. En fait. Bon, c'est très clair, on le retient que vous remplacez à 100% les fonds euros par des investissements immobiliers. On finit avec des questions qui nous sont parvenues. Gérard, par exemple, un CAC à plus de 5000 points, est-ce bien raisonnable? À quand la dégringolade? Arnaud, la bourse est-elle encore abordable? N'est-elle pas trop chère eu égard à la baisse des résultats de la conjoncture? Régis, quel serait un bon point d'entrée pour SICAV et SCI au PCI et FCPI? Et Axel, les marchés des actions reflètent-ils le niveau de l'économie ou est-ce devenu une source de spéculation déconnectée de la réalité? Alors il y a 3 questions, c'est le niveau assez élevé des indices, en tout cas ça donne cette impression. Vous y avez répondu un peu en partie. Oui, mais plus précisément, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? En gros, je suis un peu d'accord avec eux. Si on raisonne, quand on parle de marché sur le CAC 40, alors oui, c'est vrai que le CAC 40 est assez cher. Il est assez haut en fait. Ça peut faire peur.
On peut avoir peur du précipice. Ça peut tomber fort demain, comme le dit... Pourtant, il est moins haut que ses confrères américains qui ont dépassé, comme le Nasdaq, leur record. Ce qui vous fait dire que c'est haut, c'est parce qu'au vu de sa composition, il y a des valeurs finalement qui ne sont pas de la même nature que Amazon, Apple ou Google. Exactement. On ne peut pas comparer les indices américains et les indices français. Ils ne sont pas de même nature. Ce n'est pas le même type d'action, ce n'est pas le même type de société. Il y a beaucoup de sociétés dites de croissance aux États-Unis. On en a moins en France. Malheureusement, on devrait dire. Malheureusement, effectivement, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, je le disais tout à l'heure, il faut aller aux États-Unis. Et si on va aux États-Unis, si on va en Asie, si on va dans les zones où il y a de la croissance, où il y a des entreprises qui font de la croissance, eh ben, on se pose moins ces questions, est-ce que le marché est cher ou pas? Parce que finalement, on est un peu moins dépendant du niveau d'entrée. On sait que sur 5 ans, ces entreprises-là vont faire de la croissance. Amazon a de fortes chances de faire beaucoup de croissance sur les 5-10 prochaines années. C'est très clair. Merci Jonathan pour toutes ces explications. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Parlons Placement. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.